avant l'annonce de la Cour pénale internationale, et je pense que la Chine, il y a une collusion idéologique entre les deux régimes qui ont de multiples similitudes, mais en même temps, les Chinois, déjà, ils sont 10 fois plus nombreux que les Russes, 10 fois. Et ils ont un PIB et une production qui n'a rien de comparable avec la Russie. Ils sont beaucoup plus forts, ils sont beaucoup plus intégrés dans le commerce mondial. Je pense que, en fait, Xi Jinping essaiera quand même de raisonner Poutine et que peut-être il n'y aura pas d'annonce trop forte de cette rencontre. Bien, comme la soirée est placée sous le signe de la liberté, et elle l'est aussi forcément sur le thème de l'égalité, donc on va vous donner aussi un tout petit peu la parole, si cela vous dit. Alors je vous donne juste une petite règle du jeu, parce qu'il est déjà 17h55 à mon chrono, donc on a 10 minutes maximum. Ce que je propose, c'est que si vous désirez intervenir, je vous propose de poser, je prendrai 4 questions, et j'aimerais bien que ce soit une question à Galia, une question à Olivier, une question à Nicole et une question à Omar. Donc, si vous avez une idée en tête, si jamais quelqu'un a posé une question à un, donc vous posez une question à un autre, hein, bien sûr. Y a-t-il des questions dans la salle? Ah oui, bien sûr. Non, mais il y a une main qui se lève là, troisième rang. Le micro de l'autre côté, mademoiselle, de l'autre côté, ici, oui. Puis encore une ici. Alors vous dites à qui vous voulez poser la question, et après c'est cramé hein, pour l'intervenant, hein, c'est fini, vous Bah, grillez la cartouche. vu que c'est liberté, je vais les laisser. Je ne sais pas à qui va s'adresser la question, à la D'accord. personne qui se Alors posez sentira la le plus question, concernée. Avant ça, je voudrais mais juste... très bref s'il vous plaît, parce qu'on n'a vraiment pas Ah de bah temps. Hein. très bref, oui, je vais Merci. essayer. C'est une question. Hein. Moi, j'ai une histoire familiale qui est liée à la résistance. Une légère anecdote, chez mes grands-parents, les débats étaient souvent très animés parce qu'on a une famille assez nombreuse et qui sont dans les syndicats, associations, etc. Ils parlaient beaucoup et mon grand-père était très silencieux et souvent je l'ai entendu dire vous parlez beaucoup, mais c'est pas ça. Vous êtes trop heureux, il disait. Votre vie, elle est trop confortable et vous verrez le jour où ça changera. Alors là, j'en viens à ma question. Vous le disiez tout à l'heure, la liberté, quand on est en manque de liberté, on n'en parle pas, on la vit. Soit on résiste, soit on se tait. L'histoire l'a appris. Du coup, ma question est, quand on sent, comme aujourd'hui en France par exemple, que la démocratie, elle est menacée, parce que je pense que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, comment on fait, comment on peut réveiller notre liberté, comment on peut dépasser les peurs, parce que les peurs, ça englue, les peurs, ça tétanise, les peurs, ça empêche de faire. Donc je ne sais pas qui est le Nicole, je plus crois à que même. vous êtes tout Ça à tombe fait sur moi, mais avec grand profilé. plaisir. Et c'est vrai que depuis que j'ai sorti ce livre donc sur l'histoire de la résistance de ma mère, la réception du livre est pour moi absolument bouleversante. Et il y a des gens qui me racontent le passé de leur famille et tout ce que ça réveille dans leur famille. Et il y a des jeunes, même des vraiment très jeunes, adolescents et un peu plus tard, qui me disent l'exemple de Ginette. Ça nous donne de l'espoir, c'est une inspiration. Ça nous montre que même si on a l'impression qu'on est tout petit, sans importance, face à des machines énormes et destructrices, on peut faire quelque chose. Et je partage évidemment votre inquiétude vis-à-vis de l'État et de l'avenir de la démocratie en France. Je n'ai pas de recette magique, mais je suis persuadée que chacun d'entre nous doit s'interroger sur ce qu'il peut faire là où il est. Je pense que ce festival Politeia est une initiative formidable et qui nous enrichit tous dans notre réflexion, dans notre compréhension. Je pense que si on est enseignant, si on garde des enfants, si on est commerçant, si on est conducteur d'autobus, quel que soit notre rôle, on peut essayer d'aller dans le sens d'un respect de l'individu, d'un respect des libertés et d'une défense de cette
de ce qui sont nos valeurs les plus chères. Après, évidemment, il y a la sphère politique, le militantisme, les choix politiques que l'on peut faire, la nécessité de s'impliquer, même si les élections sont souvent décourageantes. Mais je crois que vraiment, il faut partager ce sentiment que vous avez que notre démocratie est menacée et veiller à chaque moment où notre petite action peut aller dans le bon sens. Et votre maman, Odette, avait fait ce choix. Lisez ce magnifique livre, La plus résistante de toutes, de Nicole Bacharan. Je fais un peu de pub parce qu'elle pourra vous le dédicacer tout à l'heure à la sortie, bien sûr. Autre question? Alors, oui, une merci. encore. Oui, allez-y. Juste parce qu'effectivement, notre démocratie est menacée. Nous sommes effectivement appelés à défendre ces droits. Et je pense que dans les pays ailleurs, dans le monde, on regarde la France avec attention, surtout en ce moment, parce qu'il faut défendre ses droits. Donc nous, on peut aussi regarder ce qui se passe en Iran avec ces Iraniennes qui sont en train de conquérir des droits. On peut regarder ce qui se passe aussi en Russie avec ces Russes qui se battent contre la guerre. Et ça, c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas évident du tout. Donc là, le mouvement de résistance, nous, on en parle au passé parce que c'est notre histoire et on en parle parce que finalement, la liberté a gagné quelque part. Maintenant, cette liberté, elle doit se conquérir dans d'autres pays. Alors, petite pensée à tous ces combattants et ces combattantes de la liberté dans le monde, et aussi comment pouvoir les aider aujourd'hui, comment la France peut intervenir, comment la démocratie, si menacée chez nous déjà, comment faire pour aider ces personnes-là. Merci d'avoir évoqué nos frères et nos sœurs iraniens. Omar? Personnellement, je crois à la résistance individuelle, c'est-à-dire chacune et chacun de nous peut réagir. Barbara Son, c'est moi, comme vous avez dit, c'était très très intéressant. C'est-à-dire, on peut par exemple aider les associations qui soutiennent aujourd'hui le peuple syrien, les Iraniens. On peut aider aussi par rapport le média. Et ça, c'est justement, on peut appeler ça comme le corps humain comblé, qui résiste contre les fascistes ou les menaces de la démocratie. C'est idée pour moi aujourd'hui, comme un nouveau Français. Tout ce qui se passe ici en France de ces menaces de la démocratie, on peut aussi lutter chacune de sa manière, par manifester, par justement évoquer le sujet, s'exprimer et donner son point de vue. Et je pense qu'au bout d'un moment, on peut réussir. Il y a une phrase de l'écrivain américain qui s'appelle Mark Twain, qui me touche beaucoup. Il dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et cette phrase, c'était vraiment merveilleuse pour exprimer que la capacité humaine, surtout par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, surtout en Ukraine et idem en Syrie ou en Iran, avec le temps, on va réussir à la liberté individuelle, à la liberté collective et à la démocratie, bien sûr. Merci beaucoup, Omar Youssef Suleiman. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un recueil de poèmes absolument merveilleux. J'espère qu'on le trouve encore en librairie, Loin de Damas. Je ne sais pas s'il est ici en librairie, mais en tout cas, pensez-y. Ça s'appelle donc Loin de Damas, Omar Youssef Suleiman. Et puis, bien sûr, 3 romans, dont le tout dernier, Une chambre en exil, qui est paru chez Flammarion et que vous pourrez faire dédicacer ici. Autre question? Oui, je vois une main se lever vers le fond. Non, ici. C'est ici. 3 ici et là la dernière. Donc alors 2, mademoiselle, s'il vous plaît. Oui. Bonjour. Très court, hein, très court. Je suis russe et ukrainienne et moi j'ai une question à Madame Gala Kerman par rapport à Maïdan parce que là j'ai regardé un documentaire d'Andrei Konchalovsky qui s'appelle Le combat pour l'Ukraine et qui explique effectivement la différence de mentalité. Et pourquoi est-ce que la Russie pensait de gagner la territoire ukrainien et pourquoi ce n'est pas arrivé? Effectivement, parce qu'on vit sans tsar, sans autorité et tout. Et donc, je connais bien mon côté maternel ukrainien, mais je connais très peu de mon côté paternel russe. Et j'ai une simple question, et sous quelles conditions ça peut arriver que les Russes se révoltent et qu'ils essaient de trouver leur liberté? Est-ce que c'est important pour eux? Merci beaucoup pour cette question. Galia? Une toute petite question. Et en 30 secondes de réponse, évidemment. Bien sûr. Écoutez, moi personnellement, je ne suis pas très optimiste pour une révolte généralisée en Russie, parce que n'oubliez pas que les Russes, depuis l'avènement, l'arrivée de Poutine au pouvoir,
Ça fait maintenant 23e année qu'il est au pouvoir. Et pendant ces 23 ans, il y a eu un plan tout à fait clair. Maintenant, les détails de ce plan se mettent en place en quelque sorte comme un puzzle qui se rassemble. Comment transformer un peuple qui a connu quand même une effervescence de liberté dans la période gorbatchevienne et dans ces 10 ans de la Russie post-soviétique avec Yeltsin, malgré tous les défauts de ces deux régimes, on peut dire. Mais depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir, il a tout fait pour militariser le pays, le doter d'une idéologie basée sur le passé, la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, dont découle en quelque sorte le droit de tout faire aujourd'hui en Europe. Et donc, ça a été accompagné d'une propagande absolument incroyable. Je pense que cette propagande, par sa violence, par sa persistance depuis plusieurs années, c'est quelque chose qui ne peut être comparé qu'à la propagande à l'époque nazie. Vous avez vu l'écrasement de tous les médias. Vous avez vu l'écrasement de tous les médias indépendants. Vous avez vu l'écrasement de tous les ONG qui s'occupaient de divers aspects des droits de l'homme. Il ne reste aucune structure politique. C'est un pays atomisé, comme toujours d'ailleurs dans les sociétés totalitaires ou proches du totalitarisme. Dans ces conditions, je vois mal comment le peuple peut spontanément se révolter. Et je pense que s'il a révolté il y a quelque part, Poutine n'hésitera pas à employer les chars comme jadis les Chinois sur la place Tiananmen. Donc, si vous voulez, il y a des Russes très courageux, il y a beaucoup de Russes qui ont émigré, il y a plus d'1 million, certains parlent même de 2 millions qui sont partis, mais ça c'est maintenant, après la déclaration de cette guerre, début de cette guerre. Mais depuis l'annexion de la Crimée et même avant, il y a eu tous les ans des dizaines de milliers de Russes qui partaient. Donc aujourd'hui, on peut dire que cette force d'opposition, elle est très affaiblie parce que les quelques opposants, vraiment vrais opposants, ils sont tous en prison et les autres sont partis ou se taisent s'ils ne peuvent pas partir. En revanche, je pense que la révolte, peut-être une sorte de coup d'État, révolution de palais, viendra du proche entourage de Poutine parce que ça commence à comment dirais-je, à déranger beaucoup de gens, même dans son proche entourage. Et il y avait récemment des refus, par exemple, des grands industriels, de ceux qu'on appelle les oligarques, de payer dans la caisse de Poutine pour le soutien de cette guerre. Ils ont tout simplement refusé. Et donc, je ne suis pas sûre que Poutine, malgré le silence ou relativement le calme relatif de la société russe, je ne lui donne pas beaucoup d'années au pouvoir. Voilà. Bien, merci Galia, et on peut espérer que les Russes vont se chuchoter dans toutes sortes de réseaux. Liberté, 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 un mot qu'il faut chérir. Galia Ackerman, Le régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine, c'est un livre tout à fait passionnant qui a été publié il y a quelques années, mais que vous allez pouvoir trouver. Galia a aussi publié très récemment, enfin elle a dirigé plus exactement, le livre noir de Vladimir Poutine avec Stéphane Courtois, qui était l'auteur de ce fameux livre noir du communisme qui a tant marqué nos générations. Ça, c'est chez Perrin et Robert Laffont. Livre important, et livre que moi personnellement j'aime énormément, c'est votre reportage autour de Tchernobyl, et autour des gens de Tchernobyl, autour de ce pays de Tchernobyl. C'est un livre vraiment extraordinaire, petit livre mais grand livre. Puis alors bien sûr les revues, la règle du jeu, c'est le numéro que vous avez dirigé. Voilà, une dernière question qui sera donc forcément pour Olivier. Ah oui, il faut que tu t'y colles. Non, pas vraiment. C'était juste de pouvoir entendre le poème qui était promis au début, lu par... Ce sera notre cadeau. Voilà. Avec plaisir.
Pas de questions pour Olivier? Une petite conclusion, 2 mots, Olivier? En 2 mots, ça c'est pas. Ah bah si, non, on est obligé. Non, mais je pensais, parce que sur l'intitulé de cette rencontre, les combattants et combattantes de la liberté, ça m'a rappelé un reportage que j'avais fait il y a 20 ans pour Libération. J'avais lu une petite notice dans un journal suédois, c'était l'association des combattants de la liberté va fermer. Et j'avais été rencontrer cet homme qui était un Suédois, donc, qui était le président de cette association de la liberté, où il y avait quasiment plus de membres. Ils étaient tous âgés, et lui avait 79 ans à l'époque. Et j'avais été faire un article sur son histoire. Il avait rejoint tout jeune le Parti communiste suédois en 1937, inspiré par des Suédois qui étaient partis faire la guerre d'Espagne, combattant de la liberté. Donc, et comme il était communiste pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Suède, qui était en principe neutre, avait pris quand même soin d'enfermer tout ce qui était communiste dans des camps. Il avait passé 1 an dans un camp comme ça en Suède, alors qu'on lui fichait une paix royale aux militants nazis et aux partisans nazis qui étaient très nombreux en Suède à l'époque. Et je l'ai rencontré, donc c'était en 99, faute de combattants, j'allais dire, l'association fermée. Il était un peu triste. Il avait essayé d'obtenir au nom de la transparence administrative, accès à son dossier, savoir pourquoi on l'avait enfermé, puisqu'il n'avait jamais su officiellement pourquoi il avait été enfermé pendant 1 an. Il n'avait jamais su. Il avait dit, voilà, on ne saura jamais. Je pense que ce combat, il est un peu perdu. Et je me faisais cette réflexion. Et avec donc ce combat-là, ces combattants de la liberté-là, ils s'éteignaient. Et je repensais à des amis qui sont... si on passe de Stockholm à Beyrouth, il y a en ce moment 2 députés libanais qui font depuis 60 jours, c'est le 60e jour aujourd'hui, qu'ils occupent le Parlement. Ils dorment, ils vivent jour et nuit dans le Parlement libanais. Melhem Khalaf et Najat Saliba qui demandent à ce que leurs collègues députés, qui sont la plupart corrompus jusqu'aux dents, remplissent leur boulot, c'est-à-dire élire un président de la République, puisqu'il y a une vacance du pouvoir au Liban depuis octobre l'année dernière. Et ils refusent de quitter le Parlement tant que les députés n'ont pas rempli leur rôle, savoir élire un président, qui a le premier pas vers des nouvelles réformes, etc. Donc voilà, l'association des combattants de la liberté est morte, mais de nouveaux combattants se sont levés. Bravo. Alors Olivier Truc, Les Sentiers obscurs de Karachi, puis toute votre merveilleuse série de polars scandinaves. Omar, on avait parlé de poésie. Est-ce que vous pouvez nous faire le cadeau d'un de vos poèmes pour clore cette belle rencontre? En arabe alors, comme ça personne ne comprend. اليوم لا تبدو بلادي بعيدة فالأرض كون أصغر من كوز الصنوبر. اليوم لا تبدو بلادي بعيدة فالأرض كون أصغر من كوز الصنوبر. اليوم لا يعني المنفى أكثر من حبة رمل في قرطك المبلل بالكرز. ماذا تفعل تلك السحابة المتجولة التي نبشها طفل من وسادته البيضاء؟ اليوم أولد من نور سرتك. لا أحتاج أن أبحث عن وجهي فرائحته محفورة في سرو كان قد شرب مثلي نسخ صباح مستحيل. Aujourd'hui, mon pays ne me semble plus très loin, car la terre est un monde plus petit qu'une pomme de pin. Aujourd'hui, l'exil ne m'emporte pas plus qu'un grain de sable accroché sur une boucle d'oreille et sa rosée ornée de cerises. Que faire de ce nuage itinérant que l'enfant a exhumé de son oreiller blanc? Aujourd'hui, je renais de la lumière de ton ventre. Je n'ai pas besoin d'y traquer le reflet de mon visage, car son odeur est incrustée dans un cyprès qui a bu, comme moi, la sève d'un improbable matin. Je ne sais plus s'il nous reste un récit au cœur des miroirs ou encore un enfant oublié. L'encre est blanche dans nos artères. Ce que nous croyons connaître, nous l'ignorons. Et dès que nous signons, naît de nous un écho anonyme,
Il se mêle à l'odeur de la nuit de mars entre la poudre à canon et les larmes. Quand je grandirai, je serai une étoile. Ainsi parle la trace de la balle laissée dans la chair. Il ne vous servira à rien d'ouvrir mes brouillons et de veiller tard en compagnie des nuages jusqu'à mon retour, qu'un seul exilé appelle ses frères et le soir se blesse. Merci beaucoup, Omar. Merci à vous quatre, merci à vous toutes et à vous tous. Alors, juste une dernière chose, je voudrais dédier cette rencontre et puis aussi cet événement qui a été ce premier Politeia à quelqu'un à qui il faut penser beaucoup en ce moment. Il s'appelle Olivier Dubois, c'est un journaliste. Ça fait plus d'un an et demi qu'il est otage au Mali. Et il n'est pas mort, donc on ne va pas pleurer, on ne va pas faire une minute de silence. Je voudrais juste que vous l'applaudissiez, que vous fassiez du bruit pour qu'il sache qu'on pense à lui. Voilà, merci à toutes, merci à tous. Et comme tout finit toujours en France par de la musique. Oui, je t'en prie, vas-y, quelques mots encore, pardon. Oui, pardon, je vais prendre juste la parole pour parler d'Olivier un petit peu. Donc, je me présente, et ainsi que Katia qui tient la banderole. Je m'appelle Élise Descamps, Katia Gios, nous sommes toutes les deux membres du comité de soutien pour la libération d'Olivier Dubois. Nous le sommes à double titre, je suis aussi journaliste, secrétaire générale adjointe de l'organisation CFDT Journalistes, le syndicat. Et Katia, en tant que professionnelle de la communication et d'origine martiniquaise comme Olivier. Voilà, alors merci déjà à Cécile Vess et à Pascal Didier, organisateurs de ce festival Politeia, de nous permettre de nous adresser à vous. Je remercie aussi Alain Morvan qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a déjà fait un hommage à Olivier Dubois vendredi à l'issue de la table ronde qu'il modérait. Alain est aussi engagé au niveau international au sein de la Fédération internationale des journalistes en tant que représentant CFDT et il est membre de l'association Démo et Débat. Donc nous sommes le 19 mars, soit le 710e jour de captivité d'Olivier Dubois. Le 8 avril, cela fera 2 ans que ce journaliste français a été pris en otage par un groupe armé à Gao, au Mali, et détenu depuis au Sahel. Nous adresser à vous ici à Thionville a particulièrement de sens. Gao est la ville malienne jumelée avec Thionville. L'association Démo et Débat a été fondée après les attentats terroristes en France de 2015. Elle a été fondée en 2018. Olivier est aux mains d'un groupe armé affilié à AQMI. Olivier serait sans doute un intervenant idéal de la programmation de Politeia. Il pourrait y témoigner des libertés que s'autorise l'amitié, lui qui ne connaît pas le mot frontière, qui est tombé amoureux du Mali, au point de décider d'y vivre, de s'y installer avec sa compagne et ses enfants. Il pourrait y témoigner de son amour du débat d'idées, lui qui n'aime rien tant que de passer des nuits à échanger. Il pourrait témoigner de sa liberté d'un jour décider d'être journaliste au Mali, d'abord pour un journal malien, Journal du Mali, puis comme correspondant de plusieurs médias français, Libération, Le Point Afrique, Jeune Afrique, et cela en freelance, à la pige. Il a fait ce choix qui, pour lui, permet de pratiquer un journalisme de terrain, discret, patient, humble,
qui prend le temps de nouer des contacts, de prendre le pouls du pays, de chercher la nuance, la complexité, les points de vue qui ne sont pas le sien. Vous imaginez combien être journaliste au Mali aujourd'hui n'est pas simple. Et bien sûr également pour les journalistes maliens. 2 journalistes maliens sont d'ailleurs actuellement également otages depuis plusieurs années et nous pensons également à eux. Alors est-ce que Olivier est un combattant de la liberté ? Il ne validerait sans doute pas ce terme, lui qui est un homme de paix, qui choisit chaque mot pour être le mot juste et qui aurait sans doute préféré le terme de artisan. Aujourd'hui, en tout cas, c'est à nous d'être combattants de la liberté, de sa libération, de la liberté de la presse, d'informer, d'être informés. Nous demandons donc à toutes les personnes qui en ont le pouvoir d'œuvrer pour activer sa libération. Et je passe la parole à Katia, qui va nous parler de ce qu'on peut faire, nous, les citoyens. Oui, bonsoir à tous, merci pour votre attention. Alors déjà, les petits bracelets sont à disposition, ils sont gratuits, on vous invite à les prendre en sortie. Il se passe plein de choses ici en Moselle. On a réussi avec le comité de soutien à proposer des actions très concrètes, comme par exemple, si vous souhaitez plus de bracelets, vous pouvez évidemment les demander au Club de la Presse, qui est notre partenaire. On tenait aussi à remercier évidemment RSF qui s'associe à l'ensemble des manifestations que l'on fait. Nous avons par exemple réalisé le 8 avril 2021 une marche à Metz, une boucle, 2022 pardon, et également une marche Nancy-Metz où on a proposé à des gens qui le souhaitaient de porter des petits bracelets ou des effigies pour Olivier. Ce qui est important que vous sachiez, donc moi je suis là en tant que professionnelle de la communication, mais je suis aussi martiniquaise comme Olivier. Et donc en Martinique, il se passe énormément de choses. Les communes se sont mobilisées, elles ont des banderoles qu'elles proposent d'afficher sur leur fronton. Je fais un petit clin d'œil à monsieur le maire. Il y a également des écoles qui se mobilisent, privées, publiques, des enfants. Il faut savoir quand même qu'Olivier a une compagne et 2 enfants. Bon, je pense que vous pouvez imaginer la cruelle absence que représente ce drame. Voilà, les enfants sont d'excellents ambassadeurs. Donc je vous invite, si vous avez des enfants, si vous êtes dans des associations avec des enfants, à prendre contact avec nous pour voir comment est-ce qu'on peut continuer à se mobiliser pour parler d'Olivier. Voilà, je repasse la parole à Élise. Non, écoutez, merci infiniment pour votre attention. N'oubliez pas, n'hésitez pas à contacter le Club de la Presse et on compte sur vous pour vous mobiliser sur les réseaux sociaux avec le hashtag FreeOlivierDubois qui est le hashtag officiel du comité de soutien. Merci à tous, au revoir. Voilà, alors portez tous les bracelets. Et puis je vous signale également que vous pourrez trouver les livres des intervenants de la table ronde. N'hésitez pas à les faire dédicacer. Merci encore à Pascal Didier, à la mairie, monsieur le maire, de nous avoir... et puis bien sûr, notre directeur de la culture qui a porté ce festival. Je vous propose de les applaudir et on finira en musique, ce qui est tout à fait naturel, en espérant se retrouver d'ici quelques mois, 1 an, je ne sais pas. Merci à vous. Est-ce qu'on remballe la balle? On remballe? On remballe. Comment? Merci beaucoup. J'ai déporté à Nolinga, ma grand-mère, ma mère faisait de la résistance et ravitaillait les résistants, et elle a croisé la division d'Astreich. Elle me dit après, ah oui mais là je crois que c'est... On est repéré comme ça.
il est des moments dans la vie d'un être, alors d'un maire peut-être encore plus, de vivre des moments que l'on perçoit comme être des moments d'exception. Je crois que c'est ce qu'on vient de vivre sur ces 72 heures de rencontres et qui place désormais Thionville comme un phare en France sur la liberté au sens large et sur la liberté d'expression en particulier. Je pense que les plus de 5000 personnes qui ont participé à toutes ces tables rondes, qui ont été d'une qualité, et j'en profite immédiatement pour remercier tous les intervenants, tous les animateurs, sur la qualité des échanges qui, parfois, sur certaines tables rondes, nous ont provoqué énormément d'émotions, voire d'interrogations, et avec à chaque fois, c'est vrai, un lien sur l'actualité en France, en Europe, et sur cette absolue nécessité de défendre la démocratie sous toutes ses formes. Alors moi, je veux remercier, bien sûr, d'emblée, celui qui est à l'origine, et je pense qu'on peut lui faire un tonnerre d'applaudissements, Jackie Evgott. Je veux bien sûr remercier celui qui l'a accompagné et qui a vraisemblablement fait de cet événement qui au départ devait être une journée, aujourd'hui une rencontre qui va s'inscrire de façon durable dans notre paysage, dans le paysage thionvillois, lorrain, du Grand Est et national. C'est bien sûr Pascal Didier et l'ensemble des mots et débats. On peut les applaudir. Je veux bien sûr, et je le dis, et je vais en profiter pour faire un petit clin d'œil, remercier tout le service culturel de la ville de Thionville et au-delà, tous les services de la ville, plus de 60 personnes impliquées, coordonnées par sa directrice, dont c'est aujourd'hui son anniversaire, Evelyne Etner. Et j'ai vu par indiscrétion, j'espère ne pas me tromper, que c'est l'anniversaire aussi de Omar Suleiman. Moi, je l'ai eu. Bon anniversaire, merci. Un grand merci à tous les bénévoles. Chers amis, sans vous, rien n'est possible. Merci, tonnerre d'applaudissements. Et je vous donne rendez-vous dans 2 ans. Et avant de céder la parole, bien sûr, je pense aux 2 personnes amies qui sont à mes côtés. Vive Thionville, vive Politeia. Je serai extrêmement bref. Je voudrais simplement dire la chose suivante. D'abord, je voudrais m'adresser à Pierre. Parce que celui qui propose les remerciements n'en a jamais. Et je tiens à le remercier. Je te remercie, Pierre, de nous avoir fait confiance. C'est pas simple. On partait sur une opération presque sans avoir d'éléments. On ne savait pas si ça allait marcher, si on allait avoir tous les conférenciers. En plus de ça, on l'a préparé il y a 1 an. Ça veut dire qu'on ne se doutait pas qu'1 an après, on serait dans une situation assez tendue, ce qui a posé des problèmes sur le plan des trains, etc. Il faut le dire. Donc, merci Pierre de nous avoir fait confiance. Et bien sûr, je m'adresse ici à l'ensemble du conseil municipal parce que la décision, elle est là aussi au départ. Il y a des finances derrière, bien entendu. Bien, en deuxième lieu, Pascal, parce qu'on est parti sur une opération un peu folle. Moi, j'étais un peu faux d'espoir, mais je crois qu'il est encore plus fou que moi. On a eu une ambition démesurée, mais à la hauteur, on a eu un résultat à la hauteur de notre ambition. Et on vous remercie toutes et tous aussi d'avoir participé, d'être venus nombreux à ce festival. Bien sûr, tous les bénévoles, que ce soit bien sûr tous les membres de la mairie, bien entendu, mais l'ensemble des bénévoles, c'est tout de même... Il faut savoir que nous avons une
qualité d'accueil à Thionville qui est remarquable, que ce soit pour les spectacles, les manifestations et tous ces bénévoles qui disent bien que les bénévoles, ça existe. Et puis la dernière chose que je dirais simplement à ceux qui me posaient la question « Pourquoi vous avez choisi la liberté comme thématique ?» Je pense que tout le monde a bien compris pourquoi j'ai choisi cette thématique. Merci à tous. Quelques derniers mots. Déjà, évidemment, à toute la bande de Démo et Débat, tous les bénévoles, les amis du Hot Swing Orchestra. Michel Cabu, c'était important que vous soyez là avec nous, évidemment, pour parler de liberté, et vous savez pourquoi. Merci aux 5700 personnes qui, pendant 3 jours, ont fréquenté ces 30 tables rondes, et parfois à des heures matinales. Merci aux 70 intervenants, amis depuis quelques années pour beaucoup, fidèles. Merci de votre confiance, d'être venus ici à Thionville pour cette première. Merci à tous les partenaires dont vous avez les noms, les logos qui défilent par ici, notamment tous les partenaires presse qui nous ont fait confiance. Merci aux photographes aussi qui ont suivi cette manifestation. En regardant tout à l'heure quelques-unes des photos des précédentes journées, j'avais l'impression de redécouvrir des bouts de festival, parce qu'évidemment, quand on est aux commandes, enfin tous, on a loupé plein de choses, plein de rencontres, et les photos sont des moments merveilleux. Merci à tous, et à dans 2 ans pour la 2e édition. Merci Cécile. Et merci. Merci à Cécile Weiss, sans qui rien n'aurait été vraiment possible, à vrai dire. Ah oui, on va faire une photo, c'est ça? Voilà, on fait une photo commune. Les livres des auteurs sans signature.